Bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette conférence consacrée au récit Eiffel à l'heure de l'exposition universelle de Dubaï. Vous pouvez apercevoir ce pavillon France, Lumière, Lumière, qui a été dévoilé dans le cadre de cette exposition universelle. Nous allons y revenir un peu plus tard, mais je vous propose de nous interroger comment ces grands rendez-vous de bâtisseurs offrent aussi un formidable miroir industriel et territorial pour la France, comme un révélateur finalement de grands esprits. Et je vous propose de revenir aux sources, à la terre de naissance d'un génie qu'elle a vu naître, c'est Dijon. La Cité des Ducs a été la ville de naissance de Gustave Eiffel, le Dijonnais le plus célèbre au monde. Et sa maison natale au port du Canal a malheureusement disparu. Et même un pont qu'il avait construit a été détruit. Gustave Eiffel est pourtant bien né à Dijon en 1832. Il y a fait des études au Collège Royal et rien ne le prédestinait à devenir un des Français les plus célèbres au monde. Il a pourtant été un visionnaire relevant de grands défis techniques en son temps et une capacité exceptionnelle à réaliser et à faire aboutir de grandes réalisations. Cet ingénieur a aussi accompagné en son temps la naissance de mobilités nouvelles. Ici, vous en avez un exemple à travers le moulin, le viaduc du Malecó au Chili, qui a été un formidable ouvrage. Gustave Eiffel, à travers sa vie, va avoir aussi un destin qui malheureusement basculera à travers le scandale de Panama. Vous savez que l'ingénieur s'est malheureusement fâché avec sa ville de naissance, qui n'avait pas voulu l'élire sénateur en 1891. Et 2 ans plus tard, le quai du port du Canal, qui porte son nom, se fait débaptiser. Et malheureusement, le patronyme Eiffel sera effectivement associé au scandale du canal de Panama. Il ne remettra jamais les pieds à Dijon. Cette rupture, ce désamour subsiste peut-être encore aujourd'hui, puisqu'il ne reste qu'une avenue à son nom dans le sud-ouest de la ville et également un lycée. Pourtant, comme je vous l'indiquais en introduction, Gustave Eiffel a aussi largement accompagné la naissance de mobilités nouvelles, pas seulement en Europe, mais aussi dans les Amériques. Vous en avez ici un témoignage au Portugal avec l'exemple de Porto, le pont Marie-Pia, qui est, comme vous le voyez ici, cet immense viaduc ferroviaire franchissant le Douro. Alors, finalement, Dijon, la terre de naissance de Gustave Eiffel, a peut-être marché, et c'était une tentative dans le cadre de la candidature française à une exposition universelle en 2025, la ville a voulu se réinvestir et œuvrer dans le cadre d'un Tour de France qui avait été initié en 2016 pour relancer l'idée d'une exposition universelle qui pourrait se dérouler en France et dans lequel des métropoles régionales seraient des puissances accueillantes. C'était une idée incroyablement originale, innovante parce que renouant finalement avec une tradition, vous savez que Dijon avait déjà accueilli une exposition internationale en 1858 qui s'était déroulée en Côte d'Or et qui avait été inaugurée le 8 juin 1858 au cœur de la capitale des Ducs de Bourgogne et qui entendait promouvoir les beaux-arts, l'industrie et l'agriculture. Et peut-être que ce témoignage justement d'exposition universelle relance la mémoire et le grand génie d'inventeurs qui sont passés effectivement par la Bourgogne.
Alors, cette candidature française à l'exposition universelle de 2025 ne verra malheureusement pas le jour, puisque c'est la ville d'Osaka au Japon qui a été choisie pour en être la puissance accueillante. Et peut-être que justement, cette initiative japonaise pourrait être une opportunité pour relancer la mémoire de Gustave Eiffel, pour faire rayonner à travers un parfum de Japon le récit Eiffel au-delà des mers et au-delà des océans. Et nous allons y revenir en conclusion de cette conférence. Osaka, qui a été le berceau de la révolution industrielle au Japon, ce Manchester de l'Orient dans la région industrielle du Kansai, offre certainement de nouvelles opportunités de rayonnement, à la fois parce que cette ville a accueilli déjà une exposition universelle en 1970 et accueillera la prochaine exposition universelle de 2025. Alors, à travers ce mystère autour des inventions Eiffel, je vous propose de marcher sur les traces de Gustave Eiffel, qu'il est possible de retrouver et qui sont visibles un peu partout en France et à travers le monde, de Rouen à New York, puisque vous savez que Gustave Eiffel avait aussi beaucoup travaillé avec Bartholdi et notamment avait apporté son concours technique dans le cadre de la réalisation de la Statue de la Liberté. Alors aujourd'hui, quelles sont justement les traces du récit Eiffel dans le contexte de l'exposition universelle de Dubaï? Quels sont aussi les témoignages mémoriels qui sont encore visibles aujourd'hui et qui rayonnent avec des communes littorales en France, des villes qui entretiennent la mémoire du patrimoine Eiffel. Alors, existe-t-il un patrimoine Eiffel en Bretagne? Je vous propose de souligner cette question à la fois parce que l'inventaire du patrimoine culturel breton a répertorié, inventorié un certain nombre de villas de villégiature, et en particulier l'une d'entre elles, la villa Caravelle, qui a été édifiée en 1903 pour Albert Eiffel, fils de l'ingénieur Gustave Eiffel. Et si ce bijou exposé à tous les vents, elle ne s'appelle pas Caravelle pour rien, est inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel breton, eh bien d'autres ouvrages célèbrent l'esprit Eiffel dans l'ouest de la France, comme la construction de viaducs, dont certains visaient à préparer l'arrivée révolutionnaire du chemin de fer. Alors, il est certainement possible de retrouver un certain nombre de viaducs qui ont aidé à la fois au désenclavement de territoires, de régions comme la Bretagne. Et vous avez notamment un pont, le pont de Port-de-Roche, qui a été fortement inspiré par Gustave Eiffel, dont vous voyez ici une photo à l'écran. D'autres villas de villégiature, d'autres maisons de villégiature sont encore aujourd'hui identifiées en Bretagne, de Perros-Guirec à Crozon, dans le Finistère. Et ici, vous avez l'exemple notamment de cette maison de fer ou villa Eiffel, qui a été construite au début des années 1890 pour un Parisien, Maurice Desmarais, ami de la famille Peugeot. Et l'origine de cette maison démontable, unique en son genre, reste mystérieuse dans la presqu'île de Crozon. Il s'agissait peut-être d'un pavillon de l'exposition universelle de 1889 qui a été remonté à Morgat, où d'autres hypothèses mentionnent aussi l'œuvre de l'entreprise de Joseph Danly, qui a été le créateur d'un système de construction par Paul Embouti, dit Danly, dont le procédé a été breveté en Belgique en 1887. Alors très largement, dans l'ouest de la France, ce qui montre que finalement, de ces terres de Bourgogne, Gustave Eiffel a largement rayonné, de Crozon à La Roche-sur-Yon, eh bien, il existe un certain nombre de témoignages de cette mémoire, de ce récit Eiffel, et je dois effectivement souligner combien finalement un certain nombre
de communes littorales, de stations balnéaires se sont inspirés du génie Eiffel pour développer de nouvelles signatures architecturales, incarner une notoriété naissante et exploiter la visibilité, la nouveauté des expositions universelles pour promouvoir elles-mêmes de nouveaux lotissements résidentiels, de grands projets immobiliers. Et vous avez d'autres exemples qui existent en France, à l'image de la maison de la Villa de Fer de Crozon. Eh bien, vous pouvez également retrouver d'autres traces qui existent, notamment dans les Yvelines. Vous avez une maison en fer qui a été restaurée dans le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse et qui sert encore aujourd'hui de gîte d'étape. Et ce type de construction démontable, produit en série, facile à monter et d'un coût modeste, a été aussi très largement exporté à la fin du XIXe siècle. Alors, un certain nombre de gares, ici vous avez l'exemple de la passerelle Eiffel, nourrissent un grand attachement mémoriel pour les habitants de plusieurs villes de taille moyenne. Ici, vous avez notamment l'exemple de la capitale de la Vendée, La Roche-sur-Yon. Et certainement que ces traces sont aussi un moyen d'identifier nos communes dans le monde comme des cités du voyage et de l'entrepreneuriat. Je vous propose à ce titre de regarder le témoignage extrêmement intéressant de l'exposition universelle de Dubaï. J'ai eu effectivement la chance de réaliser un voyage d'études sur place et je vous propose d'examiner comment finalement le récit Eiffel renaît, retrouve une nouvelle vie dans un contexte d'exposition universelle qui se veut être une expérience exceptionnelle pour ses visiteurs. Ses portes ne se referment jamais pour continuer à connecter les esprits et construire le futur. Alors marchons sur les traces de Gustave Eiffel, de la boussole créative qui l'accompagne, y compris aux portes du désert, puisque inutilisé puis totalement démonté pendant des années, un escalier originel de la Tour Eiffel a été inauguré le 22 février dernier par Nathalie Kennedy, consul de France à Dubaï, au sein d'un parc de verdure qui fait partie du site de l'exposition universelle qui vient de se terminer le 31 mars dernier aux Émirats arabes unis. Ce morceau d'histoire, qui est maintenant une œuvre d'art, va rester un élément extrêmement important de ce qui va s'appeler District 2020. District 2020, c'est le quartier qui a vocation à rester à l'issue de l'exposition universelle de Dubaï et qui sera un lieu qui accueillera de nouvelles activités tournées vers l'innovation. Et ce havre de verdure que vous voyez ici, dans un décor nocturne, gardera à jamais le témoignage de cet escalier Eiffel. Alors, il y a derrière cet escalier une histoire intéressante qui est celle d'une amitié entre Gustave Eiffel et Jeanne d'Or, puisque ce projet, notamment dans le cadre de l'exposition universelle de Dubaï, a été encouragé par une maison de thé que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jana Paris, et dont le fondateur, Jeanne d'Or, était un ami de Gustave Eiffel. Et sa famille possède toujours aujourd'hui une partie des escaliers d'origine de la Tour Eiffel. Il y a autour de cette personnalité assez atypique, de ce négociant aux origines marseillaises, qui a voulu se lancer dans le thé, qui a entrepris plusieurs voyages à travers le monde afin de ramener des épices, du café, du thé ou encore du cacao, un amour inconditionnel pour les chats. Et la légende raconte que cet entrepreneur marseillais, ami de Gustave Eiffel, avait un amour irrésistible pour les chats qui lui transmettait beaucoup d'inspiration et d'énergie pour créer de nouveaux produits. Et ces deux félins représentent aujourd'hui les symboles chers de l'entrepreneuriat, de la passion
chers à la marque, qui ont la chance de constituer le logo de Jana Paris que vous pouvez retrouver dans les boutiques de cette maison de thé. Alors, ce qui est assez exceptionnel à travers le témoignage de cet escalier qui a voyagé jusqu'à Dubaï, c'est finalement, entre guillemets, la nouvelle vie que pourrait justement offrir le patrimoine Eiffel, à la fois comme laboratoire mémoriel. On le voit avec des villes qui entretiennent un riche passé, de Dijon à Crozon, de La Roche-sur-Yon à Perros-Guirec. Et c'est certainement une passerelle tremplin pour identifier des communes, en particulier des communes littorales dans le monde, comme des cités du voyage et de l'entrepreneuriat. Il y a eu un certain nombre de programmes de réhabilitation assez réussis qui ont été menés dans plusieurs villes, qui ont accueilli des vestiges, des pavillons d'exposition universelle. Je voudrais vous parler de quelques exemples qui pourraient tout à fait nous inspirer. À Agnières-sur-Seine, dans le département des Hauts-de-Seine, a été notamment imaginée la transformation d'une ancienne gare de l'Exposition universelle de Paris en une cité du voyage et de l'entrepreneuriat. Cette magnifique bâtisse que vous voyez ici en photo tombée en ruine et avec le concours d'un certain nombre de promoteurs et de développeurs, ici vous avez l'exemple de Nakara et de Morning Coworking, a été imaginé un nouveau lieu, une enceinte réinventée pour accueillir des créateurs et des porteurs de projets innovants. Cette ancienne gare qui avait été démontée sur la commune d'Asnières, vous en voyez ici sur cette photo d'archive son emplacement original, tout à fait atypique, au pied de la Tour Eiffel. Alors, ce qui est intéressant et à relier sans doute autour de la thématique Lumière-Lumière, qui était le sujet, le thème retenu par les organisateurs et les concepteurs du pavillon France à l'exposition universelle de Dubaï, c'est de trouver comment finalement ce mariage paradoxal entre industrie lourde et aujourd'hui les enjeux liés au développement durable, à l'économie circulaire, aux matériaux biosourcés, peuvent nourrir l'agenda de l'exposition universelle de Dubaï, dont le thème qui a été choisi par les organisateurs aux Émirats est le suivant: connecter les esprits, construire le futur. Et ayant eu la chance de réaliser un voyage d'études dans le cadre de cette exposition universelle, je peux effectivement vous confirmer combien ce moment unique était un rendez-vous exceptionnel pour créer ensemble, innover ensemble et collaborer ensemble. Cette exposition universelle a été notamment articulée autour de 3 districts: un district mobilité, un district opportunité et un district durabilité. Ce qui est intéressant, c'est de marcher finalement sur les traces de ces 3 districts et de regarder comment finalement le récit Eiffel apporte des contributions, stimule un processus de créativité pour de nouveaux concepteurs, de nouveaux créateurs. Et je voudrais avec vous partager justement quelques images de cette expérience de l'exposition universelle de Dubaï. D'abord, un métro dernier cri a été conçu pour permettre aux visiteurs qui arrivaient directement de l'aéroport de rejoindre à travers 1 heure de transport le site de l'exposition. Cette gare que vous voyez ici en photo est la dernière station qui mène justement directement à l'exposition universelle et dont l'ingénierie a été confiée à un consortium franco-japonais qui associe à la fois Keolis et Mitsubishi. Cette exposition universelle a aussi voulu être exemplaire sur le plan de la mobilité à travers la mobilisation d'un vaste réseau de bus, y compris reliés à des pôles de l'ensemble des Émirats, dont l'aéroport d'Abu Dhabi. Et ces bus gratuits permettaient aux visiteurs d'accéder aux différents sites de l'exposition. L'une des ambitions affichées par les organisateurs de Dubaï Expo, comme on l'appelle ici sur place, c'est d'explorer ce pouvoir des connexions.
pour façonner un monde à travers le prisme de l'architecture. Ça a tout son sens avec Gustave Eiffel. La culture, dans les signatures architecturales que Gustave Eiffel a aussi laissées pour inspirer de nouvelles rencontres, de nouvelles inspirations. Et bien entendu, ce goût unique pour l'innovation, puisque le succès de l'exposition universelle de Dubaï, c'est d'avoir réussi à réunir 192 façons de voir le monde, puisqu'il y a eu au total 192 pavillons participants qui ont chacun à leur manière voulu révéler, témoigner comment les technologies, les idées du futur peuvent aider à créer un monde beaucoup plus équilibré. Alors comment finalement les architectes et les ingénieurs ont marché autour de ce grand récit des expositions universelles qui, depuis 170 ans, fournissent une plateforme pour présenter de grandes innovations qui peuvent encore aujourd'hui façonner le monde de demain. Avant l'expérience de la Tour Eiffel, je voudrais revenir à l'origine même des expositions universelles, et vous voyez ici une photo du Crystal Palace de Londres. Ces expositions universelles ont été l'occasion de révéler des innovations et de les exposer pour la première fois au public. On pense à des ordinateurs, notamment la première exposition de 1862 à celle de 1962 qui s'est déroulée à Seattle, Century 21 sur la côte ouest des États-Unis. Mais bien avant les ordinateurs, il y a eu aussi les téléphones qui ont fait leur première démonstration à Philadelphie en 1876 et plus récemment, lors de l'exposition universelle d'Osaka, la capacité des téléphones mobiles a été aussi mis en avant auprès des visiteurs. Et puis, ce qui fait aussi sens avec notre pays, ce sont les innovations alimentaires qui ont ravi les papilles des visiteurs. Le popcorn, le ketchup lors de l'exposition de Philadelphie de 1876 et les cônes de crème glacée, notamment lors de l'exposition universelle de Saint-Louis dans le Missouri en 1904, qui avait ravi les papilles des visiteurs pour notamment gérer les files d'attente. Mais ce qui est le plus important derrière ces expositions universelles, c'est bien entendu l'architecture. Et ce que laisse comme témoignage, comme vous le voyez ici, l'expérience de la Tour Eiffel. Alors, vous revoyez quelques photos de l'inauguration de cet escalier originel de la Tour Eiffel qui a été dévoilé au parc Al Farzan dans le havre de verdure de l'exposition universelle de Dubaï, en présence d'un certain nombre de mécènes, de partenaires autour de la saga d'été Jana Paris. Il y a bien entendu, à travers des expositions universelles, des structures historiques qui passent le temps. D'abord, le Crystal Palace, qui a été l'un des reflets de la Great Exhibition de Londres, qui entendait présenter en 1851 les inventions emblématiques de la révolution industrielle. Et bien entendu, cette tour Eiffel en 1889, qui n'a pas été populaire immédiatement, puisque certains avaient fait campagne pour son démantèlement après la fermeture de l'exposition. Dans le cadre des expositions universelles, il a été aussi possible de retrouver un certain nombre de témoignages, de signatures architecturales. La Grande Roue de Chicago, l'Atomium de Bruxelles, qui présentait en 1958 les ascenseurs les plus rapides du monde à l'époque. Space Needle, dans la ville de Seattle, aux États-Unis, en 1962, qui est peut-être, comme vous voyez ici sur cette photo, une inspiration de la Tour Eiffel avec cette flèche de grande hauteur qui pointe vers le ciel et qui, à son sommet, dispose d'un restaurant panoramique qui offre une vue imprenable sur le Puget Sound, le bras du Pacifique, qui rentre dans la baie de Seattle. Et cet élément est toujours aujourd'hui
inscrit dans le paysage urbain de cette capitale de l'État de Washington. Alors, plus récemment à Dubaï, vous avez un dôme autoportant qui est une pièce centrale de l'exposition et qui s'appelle Awazal Plaza et qui est un élément emblématique du futur quartier District 2020. Je vous propose de revenir ensemble sur la participation française à l'exposition universelle de Dubaï. Quels ont été les messages forts, les messages clés qui ont été portés et en quoi finalement le récit Eiffel peut aussi s'inscrire dans cette dynamique. D'abord, le thème du pavillon France a été consacré autour de la thématique lumière-lumière. Cette idée que les propriétés de la lumière sont un moteur clé d'innovation scientifique et technique connu depuis l'Antiquité, avec une réflexion aussi très forte sur le développement durable, sur la biodiversité, parce qu'une étude d'exploration scientifique publiée en 2017 a révélé de manière étonnante que les 3/4 des espèces marines vivant entre la surface et 4000 mètres de profondeur étaient luminescents. Nous avons certainement beaucoup autour de cette thématique des lumières, énormément de clins d'œil avec des territoires. Je pense en particulier au pays de Jules Verne, à Terre d'Essuaire, qui a énormément valorisé cette rencontre entre un patrimoine industriel et un patrimoine naturel. Il est possible aussi d'identifier autour des inventions et des découvertes des frères Lumière une très grande capacité à saisir et à s'intéresser à du biomimétisme, à des formes intéressantes d'économie circulaire. Vous savez que lorsque les frères Lumière ont inventé le cinéma et la photographie, ils avaient spécialement acheté et rénové un moulin pour produire une fécule de pommes de terre très fine, ingrédient nécessaire à l'émulsion photographique. Ce que je trouve remarquable autour de cette thématique lumière-lumière, c'est qu'elle réinvente certainement une certaine façon de voir l'industrie. Et je voudrais à ce titre vous signaler que la ville de Strasbourg a été porteuse d'un programme extrêmement intéressant qui s'appelle Industrie magnifique et qui est peut-être une façon de faire renaître dans nos villes le récit Eiffel. L'Industrie magnifique, qui est née en Alsace, est une dynamique très intéressante pour faire rencontrer des artistes, des industriels, des designers, des porteurs de projets innovants. Et peut-être qu'aujourd'hui, près de 4 siècles après le traité du monde et de la lumière de Descartes, il serait intéressant de renouer avec cette rencontre entre des ingénieurs, des industriels et des réflexions que nous pouvons imaginer demain autour des matériaux biosourcés, autour de nouvelles techniques de construction, de matériaux qui soient plus durables et de signatures architecturales qui puissent justement inspirer l'espace urbain, des communes périurbaines et peut-être renouer avec un certain nombre de textes fondateurs ou du moins de réflexions qui font leur chemin depuis un certain nombre d'années. Je voudrais à ce titre vous rappeler l'esprit d'une conférence qui avait été donnée par Le Corbusier le 6 février 1960 dans le Grand Amphi de la Sorbonne, dans lequel ce dernier invitait des étudiants à imaginer et à bâtir demain le 3e établissement humain qu'il appelait l'industriel, auquel nous n'avons jamais fait sa place selon lui, et qui s'est glissé sournoisement dans nos villes, les a dénaturés, gonflés jusqu'à l'éclatement, rendus tentaculaires. Ça, c'était la formule de Le Corbusier. Eh bien, peut-être que ce pavillon France, Lumière-Lumière, laisse comme témoignage une réflexion exceptionnelle pour imaginer demain de nouvelles formes d'urbanisme, de construction, d'architecture. Vous avez ici un témoignage extrêmement intéressant à travers l'inspiration qu'ont joué les nymphéas de Monet dans le travail autour d'une structure photovoltaïque qui puisse permettre au pavillon France d'être un pavillon totalement autonome qui va être démonté dans les prochains mois et notamment
reconstitué à Toulouse dans le cadre d'un grand campus qui va travailler avec la Cité de l'Espace. Cette grande capitale savante d'Occitanie est effectivement, avec Airbus, un pôle industriel majeur de l'aéronautique, mais très largement regarde aussi avec intérêt les innovations spatiales et certainement que les réalisations de Gustave Eiffel nous inspirent aussi à regarder le ciel, l'horizon et à conquérir de nouveaux espaces. Alors, les lumières aussi aux portes du désert ont une signification particulière à Dubaï parce que le pavillon France, qui était consacré à ce thème, a aussi exposé une édition originale de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Ce qui montre à quel point, finalement, des innovations techniques, mais aussi philosophiques, peuvent se croiser et développer peut-être ensemble des synergies, des complémentarités, des conjugaisons. Ce qui est intéressant aussi dans la construction et dans les traces historiques des expositions universelles, c'est que certes, elles ont inspiré du bâti, mais elles ont aussi nourri des réflexions très futuristes en matière de botanique. Et notamment ici, vous avez un exemple à travers le parc oriental de Molévrier, qui est le plus grand parc japonais d'Europe et qui a exploré un génie assez extraordinaire à travers son architecte Alexandre Marcel, qui avait reproduit des moules provenant de l'exposition universelle de 1900. Et Alexandre Marcel avait justement été chargé, dans le cadre de cette exposition, de réaliser 3 pavillons. Celui du Cambodge, celui de l'Espagne et celui de la Compagnie des messageries maritimes, à travers le panorama du tour du monde. Alors, d'une certaine façon, ici, vous avez un exemple, des pavillons européens à Dubaï ont voulu porter cette réflexion autour de l'architecture bioclimatique, c'est-à-dire cette capacité à utiliser aussi le biomimétisme. Ici, à travers cette arche de la nature qui était le pavillon Belgique, vous voyez comment, à travers des innovations telles que de l'arrosage par gravité, eh bien des plantes coulissantes vertes épousent la forme d'un pavillon tout à fait inédit. D'autres pavillons assez remarquables ont été aussi mis en avant. Je vous propose de revenir sur certains d'entre eux. Ici, vous voyez la structure du pavillon américain qui est peut-être aussi, d'une certaine façon, en capacité créative de renouer avec l'esprit de Gustave Eiffel à travers 3 thèmes qui ont rythmé ce pavillon américain. La mobilité en action, je trouve que ça a un sens extrêmement fort avec la naissance de mobilités nouvelles auxquelles Gustave Eiffel a contribué à travers la construction de viaducs, d'infrastructures, de l'Europe à l'Amérique du Sud, en passant également par le Portugal, comme on l'a vu en introduction. Cette liberté aussi de construire le futur, c'est-à-dire d'imaginer de nouvelles structures capables effectivement de connecter des continents, des hommes, des idées. Et puis, dernier postulat, considérer que le ciel n'est plus la limite. Ça, c'est peut-être aussi ce que nous laisse comme témoignage finalement la Tour Eiffel. Comme vous le voyez, chaque exposition universelle a véritablement à cœur de porter un esprit de découverte. Et il est vrai que de nombreuses commodités, friandises, expériences modernes remontent à des expositions universelles. Je voudrais vous rappeler l'importance de l'électricité, de la grande roue, de la fermeture éclair en 1893, à l'occasion de l'exposition universelle de Chicago, l'appareil à rayon X en 1901 lors de l'exposition panaméricaine de Buffalo, le cornet de crème glacée, le hot dog, qui avait fait leur apparition à Saint-Louis, dans le Missouri, et enfin le poste de télévision à New York en 1939-1940. Alors, le Moyen-Orient est aujourd'hui, pour y avoir travaillé plusieurs années, une région où l'influence américaine est extrêmement forte, ce qui montre à quel point, finalement, des contributions européennes qui sont en capacité d'y montrer aussi une singularité
une authenticité européenne peuvent être des éléments extrêmement forts dans ce carrefour de la diplomatie et des échanges, puisque les expositions universelles ont aussi un sens dans des régions du monde où le risque et l'instabilité politique sont forts. Et la contribution fondamentale des expositions universelles à travers l'ensemble de ces pavillons représentés, 192 à Dubaï, entend aussi défendre l'idée que des facteurs de paix peuvent toujours prévaloir sur des facteurs de guerre. Et c'est véritablement le thème qui a été choisi par les organisateurs à Dubaï, Connecting Minds, Creating the Future, connecter les esprits, créer le futur, l'idée qu'il est possible d'engendrer une nouvelle génération de marchands de paix et de prospérité. Je me permets de faire un petit aparté pour vous parler aussi du pavillon ukrainien, puisque finalement, des conflits qui marquent le monde aujourd'hui, de l'Ukraine au Yémen, eh bien, les expositions universelles sont aussi là pour apporter un message de paix. Je voudrais, en quelques mots, vous signaler les inventions, les innovations mises en valeur dans le cadre du pavillon ukrainien à l'exposition universelle de Dubaï. Un vélo électrique capable de parcourir 380 km après une seule charge, une imprimante 3D pour la céramique, mais aussi des stores solaires capables de générer de l'énergie, reflétant ainsi le caractère unique et l'originalité du peuple ukrainien et de sa culture à travers le prisme des technologies modernes. Ce qui est intéressant également à travers ce pavillon Ukraine, c'est qu'il a présenté un champ à partir de vrais épis de blé, de nano-blé et de blé numérique. Et cette solution entend démontrer symboliquement comment le mouvement de l'Ukraine vers l'avenir se fait à la fois en harmonie avec la nature et le progrès technologique. Et c'est le thème qui a été choisi par les organisateurs du pavillon ukrainien à Dubaï, Ukraine intelligente, point de connexion. En anglais, tel qu'il a été traduit, c'était Smart Ukraine Connecting Dots. Et ce pavillon a organisé un programme de divertissement comprenant des défilés de mode, des séminaires thématiques et des performances créatives. Alors, je vous propose d'aller plus loin parce que l'une des innovations aussi de Dubaï a été de faire émerger un pavillon des femmes. Et je pense que le récit Eiffel est aussi extrêmement fort pour encourager demain une nouvelle génération de femmes architectes désireuses de créer un monde meilleur. Et à ce titre, je voudrais vous parler du pavillon des femmes et de la façon dont des femmes architectes imaginent aussi l'avenir et le monde de demain. Ce pavillon des femmes a été porté par une initiative française. Finalement, Dubaï a eu la chance d'avoir à la fois un pavillon national qui représentait la France et peut-être un pavillon des femmes qui était aussi, entre guillemets, son ambassadeur. À travers un partenariat lancé par le joaillier français Cartier, qui a une relation très particulière avec le Golfe Persique, puisque vous savez que le commerce de la perle était extrêmement florissant et a notamment permis à un certain nombre de bijoutiers français pendant l'âge d'or du commerce des perles de se reconvertir dans l'immobilier et de transformer l'avenue des Champs-Élysées et certains de ces hôtels particuliers pour en faire ce qu'ils sont aujourd'hui. Et l'un des messages forts du pavillon des femmes, soutenu grâce au partenariat avec Cartier, qui en était le sponsor principal, c'était de considérer que lorsque les femmes s'épanouissent, l'humanité s'épanouit. Et ce pavillon a voulu célébrer et reconnaître le rôle central joué par des femmes à travers l'histoire, en présentant leurs contributions ainsi que les défis auxquels les femmes du monde entier sont aujourd'hui confrontées. Je voudrais aussi vous rappeler que Cartier a eu un passé extrêmement fort avec la résistance et notamment une broche Cartier avait représenté un très grand symbole de résilience sous l'occupation à travers notamment Jeanne Toussaint, la directrice artistique de Cartier, qui avait voulu réaliser une broche qui représentait un oiseau en cage. Et voyez ici que l'oiseau sortira de sa cage à la libération
ce qui sera un moment de liberté retrouvée, à la fois parce que Cartier avait été très proche du général de Gaulle, des Alliés, il avait mis à disposition ses bureaux londoniens à partir de 1940 à la disposition de la France libre, et avait notamment permis d'enregistrer un certain nombre des discours du général de Gaulle. Et des femmes créatrices, Coco Chanel, s'investiront alors à la fois pour permettre à Jeanne Toussaint, directrice créative de Cartier, d'être libérée suite aux intimidations qu'elle avait notamment subies. Et peut-être que finalement, ce bijou célébratoire qui avait été imaginé en 1940 doit nous encourager à être de nouveau optimistes, puisque cet oiseau qui était sorti de sa cage est certainement un message aussi de résilience extrêmement fort pour imaginer comment la créativité et comment l'innovation peut guider aussi les hommes vers de nouveaux récits et de nouvelles aventures. Je voudrais vous proposer de revenir sur l'importance aussi de l'architecture dans les expositions universelles à travers le prisme des femmes, en vous proposant aussi de vous rappeler l'importance de cette tradition que l'exposition universelle a voulu renouer à travers ce pavillon des femmes, en vous témoignant que finalement le premier Women Building, pavillon de la femme, a été en fait certes une innovation de Dubaï, mais qui renouait avec une première initiative qui a été élaborée à l'occasion de l'exposition universelle de 1893 et qui s'est tenue à Chicago. Ce pavillon, à l'époque, comprenait un espace d'exposition, une salle d'assemblée, une bibliothèque, et dans le hall d'honneur était écrit cette formule: il faudra beaucoup de temps avant qu'une telle agrégation du travail des femmes, comme on peut le voir maintenant dans le Women's Building, puisse être à nouveau rassemblée de toutes les parties du monde. Et je voudrais vous parler de ce pavillon des femmes à Chicago parce qu'il est à l'initiative, il a été porté grâce à l'implication d'une grande femme d'affaires, philanthrope, franco-américaine, Bertha Honoré Palmer, qui avait mobilisé des militantes, qui a engagé un travail de plaidoyer exceptionnel, vous voyez ici à travers des articles dans la presse, et qui était issue d'une famille d'origine française. Son arrière-grand-père, Jean-Antoine Honoré, possédait la première ligne de bateaux à vapeur reliant Louisville à la Nouvelle-Orléans. Et son père, qui était un riche promoteur immobilier, lui a permis de bénéficier d'une éducation extrêmement soignée à Chicago. Et il est possible de retrouver un certain nombre de témoignages historiques de cette famille, en particulier la Palmer House, qui est un hôtel historique qui appartient aujourd'hui au groupe Hilton à Chicago et dans lequel a été créé un dessert si typique des États-Unis, le brownie, à la demande de Bertha Honoré Palmer par un cuisinier de l'hôtel en 1893. Et je pense que finalement, les traces que laisse l'architecture dans des expositions universelles sont incontestablement des vecteurs d'innovation. Et c'est certainement ce que le récit Eiffel nous laisse aujourd'hui, comment l'architecture, comment des ingénieries de projet inspirent le monde, façonnent des nouveaux regards sur la mobilité, sur la façon aussi d'imaginer la société de demain. Alors, je vous parlais peut-être de ce Women Building qui avait à Chicago mobilisé 14 femmes architectes qui avaient soumis un projet, et c'est celui de Sophia Hayden qui sera justement sélectionné. Vous voyez ici des photos de ce pavillon des femmes tel qu'il a été imaginé aux États-Unis, qui traverse l'Atlantique parce que finalement des femmes, en particulier une aristocrate danoise, impressionnée par ce qu'elle aura vu à Chicago, décidera d'organiser une exposition des femmes à Copenhague qui aura lieu en 1881.
15. Ce qui témoigne à quel point la période Eiffel est aussi une période exceptionnelle pour favoriser la créativité, l'innovation et les opportunités. Et c'est un message qui est aujourd'hui très largement renouvelé à Dubaï, à travers un certain nombre de pavillons occidentaux, notamment le pavillon des États-Unis, qui a véritablement intégré ce message dans son plaidoyer à Dubaï. Je voudrais vous proposer un petit détour par les États-Unis et le port de San Diego, parce que vous savez que la carrière de Gustave Eiffel a été un peu chahutée à la fin de sa vie, et notamment le fameux scandale de l'affaire de Panama. Il y a eu peut-être une façon un peu nouvelle de voir cet événement et qui, à mon avis, honore la mémoire de Gustave Eiffel, c'est l'exposition Panama California, qui a été en fait l'occasion à la fois de célébrer l'ouverture du canal et qui a voulu faire connaître San Diego comme le premier port américain sur la route des navires qui circulaient vers le nord-ouest des États-Unis après le passage de ce canal. Et cette exposition Panama California à San Diego a laissé aussi des traces qu'il est possible de retrouver et qui illustrent à quel point finalement Gustave Eiffel a aussi fortement marqué le paysage de l'urbanisme nord-américain. L'un des témoignages qui me paraît aujourd'hui le plus fort, c'est Seattle, où j'ai eu l'occasion de faire un stage de fin d'études. Et vous voyez ici en photo Space Needle, qui est cette aiguille qui pique vers le ciel et qui marque à jamais le paysage urbain de Seattle, cette grande ville d'innovation qui accueille le siège d'Amazon, de Boeing, de grandes entreprises technologiques et logistiques de premier plan dans le monde. Eh bien, peut-être que Space Needle est aussi finalement un clin d'œil à la grande inventivité qu'a pu avoir justement Gustave Eiffel et ses villes, que ce soit Seattle ou sa ville frontalière Vancouver aux États-Unis, ont énormément capitalisé sur de grands événements. Que ce soit également dans le contexte des Jeux Olympiques. Alors peut-être que justement demain, le récit Eiffel pourrait se connecter à de grands événements et retrouver un nouvel écrin, inspiré aussi de nouvelles inspirations, de nouveaux récits. Vous savez que Paris va accueillir les Jeux Olympiques en 2025, qu'il a été envisagé d'extérioriser un certain nombre de grands événements qui à la fois valoriseront le patrimoine parisien, le patrimoine bâti, les traces d'exposition universelle révélées à travers la Tour Eiffel, le quartier, l'esplanade du Champ de Mars. Il y a eu une tentative d'accueillir, comme nous l'avions évoqué en introduction, une exposition universelle en 2025 en France. Cette candidature n'a malheureusement pas abouti, mais plaçons beaucoup d'espoir pour faire rayonner de nouveau le patrimoine Eiffel, à la fois parce que la ville de Rome s'est portée candidate pour accueillir une exposition universelle en 2030. Vous savez que la Ville éternelle a déposé un dossier qui a été officialisé auprès du Bureau international des expositions, dont le siège est à Paris. Et le thème qu'entend justement développer la capitale italienne est le suivant, l'éternelle révolution. Et peut-être que le génie en termes d'urbanisme pourrait avoir tout à fait sa place pour réinventer des formes nouvelles. Ce que Rome parle beaucoup, c'est la capacité aujourd'hui à imaginer ce qu'on appelle des cités verticales, c'est-à-dire comment reconstruire la verticalité dans l'espace urbain. Cela peut se traduire par des nouvelles formes de circuits courts, la place qui est accordée à l'économie circulaire, la place de l'agriculture aussi, les systèmes agraires dans nos villes, comment des viaducs peuvent aussi être des voies de communication pour transporter de l'eau, des marchandises, des individus. Et puis, bien avant cette exposition universelle en 2030,
vous dire que Osaka, situé dans la région du Kansai au Japon, le berceau de la révolution industrielle japonaise sous l'ère Meiji, va être la puissance accueillante de la prochaine exposition universelle prévue en 2025. Osaka renouvelle l'exercice puisque la ville avait déjà accueilli une exposition universelle en 1970. Et peut-être que c'est l'occasion de reconnecter finalement et de trouver des complémentarités, des conjugaisons autour du grand passé de Gustave Eiffel et cette exposition universelle qui entend concevoir, c'est le thème qui a été choisi par les organisateurs, concevoir la suite du futur, imaginer notre vie de demain. Vous savez qu'il existe un partenariat, une coopération culturelle entre le château d'Osaka et le château des Ducs de Bretagne à Nantes. Eh bien, peut-être que Dijon, cette grande cité des Ducs, pourrait aussi, dans son passé de grande ville ducale, avoir aussi des liens avec le passé médiéval d'Osaka, qui a été aussi un grand passé bâtisseur. Alors, l'exposition universelle d'Osaka aura justement 3 sous-thèmes que vous avez déclinés ici: sauver des vies, inspirer des vies et connecter des vies. Ce sont des thématiques très transversales qui peuvent, en tous les cas, avoir un sens à travers l'architecture, l'urbanisme, de nouvelles innovations, de nouvelles découvertes. Et l'ambition japonaise est véritablement de façonner un laboratoire vivant des peuples, un laboratoire pour une société de l'avenir. Vous voyez ici les plans présentés de façon futuriste à travers un projet immobilier d'Avançon sur la mer, cette île qui va accueillir le site de l'exposition universelle d'Osaka et qui sera véritablement un moyen de cristalliser de nouvelles dynamiques d'innovation. Et c'est l'esprit de cette conférence, de vous inviter à rêver et de réfléchir à la façon dont nous pourrions renouer justement avec ce grand récit Eiffel qui a accompagné tellement d'innovations en France et dans le monde. Ici apparaissait dans la slide précédente l'importance de cette soufflerie Eiffel qui a accompagné des essais dans le domaine aérodynamique. Et il y a de grands hommages historiques qui ont été effectivement soulignés autour de ce passé Eiffel, cet ingénieur de génie qui était un chantre de la transparence et de la légèreté, mondialement connu, bien entendu, pour l'édification de la tour éponyme, et certainement que ces ouvrages d'art, que ce soit des ponts, des usines, des charpentes, des gares, ont un formidable témoignage d'inspiration pour les générations futures. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention et vous proposer maintenant d'ouvrir le débat avec vous tous, vous proposer de réagir sur vos inspirations et peut-être vos réactions. Que vous inspire ce patrimoine Eiffel? Quel nouveau récit pourrait-il léguer vers de nouvelles des villes qui seront à l'avenir des puissances accueillantes d'expositions universelles, et vous dire à quel point l'exposition universelle de Dubaï a été quelque chose d'assez exceptionnel pour l'avoir visité sur place, et vous encourager, pour ceux qui voyageront une fois que les restrictions de circulation seront simplifiées, à venir découvrir, redécouvrir les traces de cette exposition universelle. Un certain nombre de pavillons vont être en partie détruits, démontés, remodelés dans d'autres villes. Vous savez qu'à l'exposition universelle de Shanghai, il existe aujourd'hui des pavillons encore visibles. Il existe par exemple le pavillon BMW, le pavillon de l'Arabie Saoudite. L'exposition universelle de Shanghai avait été intéressante parce que pour la première fois, elle avait été ouverte à des collectivités locales françaises. Et il y avait eu un certain nombre de pavillons régionaux, pavillons
Île-de-France, pavillon Rhône-Alpes et pavillon Alsace. Et Adrien Zeller, l'ancien président de la région Alsace, avait trouvé que l'investissement financier pour participer à Shanghai était extrêmement cher et n'avait pas voulu s'impliquer sur engager le conseil régional dans cette aventure, ce qui fait que c'est un GIE d'architectes alsaciens qui s'était investi pour façonner un pavillon Alsace tourné vers le développement durable. Et ce pavillon est itinérant aujourd'hui, circule en Chine et certainement constitue une vitrine de nos savoir-faire, de nos technologies. Et peut-être que ceux qui visiteront Dubaï à l'avenir auront le plaisir de retrouver dans le district 2020 cet escalier d'origine de la Tour Eiffel, cet escalier Eiffel qui sera certainement un moment propice à la réflexion, à la méditation et à la façon dont nous pouvons certainement demain imaginer de nouvelles vitrines du Made in France. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention, répondre aussi à vos questions si vous souhaitez réagir sur l'exposition universelle de Dubaï ou parler peut-être des prochains rendez-vous à mettre à l'agenda, l'exposition universelle d'Osaka en 2025 ou celle de Rome qui à ce stade est une candidature en 2030 et qui va devoir aussi rivaliser avec un certain nombre de villes qui sont également engagées dans cette compétition. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et maintenant vous propose d'ouvrir les échanges. Vous avez une bulle de discussion si vous souhaitez faire part de vos remarques. Et si vous souhaitez également utiliser le micro, sentez-vous libre de prendre la parole. Cette conférence est également enregistrée et sera restituée en vidéo pour permettre à ceux qui souhaiteraient se replonger dans le sujet de pouvoir la redécouvrir. Merci à tous.